Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme chaque mardi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu. Un mot sur la une à paraître cette semaine. On va parler du grand malaise et de la grande peur des Juifs en France, des Français juifs et des Juifs en France face à la flambée de l'antisémitisme. Ça sera le dossier principal. Mais on parlera aussi évidemment de la situation internationale et de cette difficile négociation irano-américaine. Alors Alexis, justement, on démarre avec l'actualité internationale et cette passe d'armes entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou lors d'un échange téléphonique houleux. Hier, selon plusieurs médias américains, Axios et CNN en l'occurrence, le président américain aurait qualifié le Premier ministre israélien de fou après l'intensification des frappes contre le Hezbollah au Liban. Je le cite, « Tu serais en prison sans moi, je t'ai sauvé les fesses, tout le monde te hait maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça ». Ce midi, des sources gouvernementales israéliennes démentent la véracité de certains de ces propos attribués à Donald Trump. Alexis, qu'est-ce que tout ça vous inspire alors que le cessez-le-feu annoncé par Trump n'est pour le moment pas respecté, ou en tout cas ne s'applique pas, semble-t-il, au sud du Liban ? Ça m'inspire d'abord une remarque stylistique. On peut dire que nous vérifions là ce que nous disons depuis de nombreux mois et que certains d'ailleurs déniaient dans une forme de naïveté, à mon avis, énamourée vis-à-vis de Trump et de son entourage. C'est la brutalité verbale de ces gens-là. Vous savez bien que le style, c'est l'homme. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans cette brutalité verbale, je t'ai sauvé les fesses, sans moi tu seras en prison, etc., forcément, s'en déduit aussi une brutalité dans la pensée. J'ai plusieurs occasions de le commenter avec vous à ce micro. Je ne pense pas que Trump soit le diable, mais en revanche, c'est un homme parfaitement incivil, vous voyez, de tout point de vue. Donc, il vient de le montrer une fois de plus, là, en l'occurrence, avec son allié Stronger Together, Benjamin Netanyahou. Ça, c'est le premier point, c'est la remarque sur la forme. Sur le fond, cela révèle aussi qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, des objectifs totalement superposables sur le plan militaire, sur le plan stratégique, dans la poursuite ou au contraire dans la tentative de ne pas poursuivre trop longtemps l'offensive conjointe israélo-américaine. Alexis, vous savez que c'était le cas contre l'Iran. On découvre que c'est peut-être également le cas sur le dossier libanais. Alors oui, mais vous avez raison, mais comme on est en pleine diplomatie transactionnelle, le trumpisme est aussi fondé là-dessus, il est possible, nous le vérifierons après les révélations d'Axios, il est possible que la réticence de Donald Trump vis-à-vis de cette attaque projeté à un moment contre Beyrouth, qui a été entre-temps abandonné pendant la nuit, j'imagine, autour du Premier ministre israélien, il est possible que la perspective de cette attaque ne l'est pas en soi effarouchée, elle l'a simplement effarouchée dans le contexte d'aujourd'hui, où il souhaite obtenir de la part des Iraniens des signes d'une avancée vers une négociation, sachant que c'est un partenaire extrêmement retors. Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas, Alexis, car les responsables iraniens avaient déclaré hier qu'ils mettraient un terme aux négociations si Israël frappait Beyrouth, d'arrier le bastion du Hezbollah. Absolument, c'était visiblement, si vous voulez, la pomme de discorde principale, le casus belli, c'est le cas de le dire, principal, et donc effectivement, Donald Trump a dû prendre peur. Mais maintenant, cela nous en dit long aussi sur ce qui commence à fleurir dans le débat public israélien et qui constitue sans doute pour Benjamin Netanyahou un défi politique. Qu'est-ce qui commence à fleurir ? Par la voix, tenez, de son opposant Yair Lapid, par exemple. C'est très intéressant. Qui s'est allié politiquement à Naftali Bennett. À Naftali Bennett. Et Yair Lapid lui reproche d'avoir transformé progressivement, le reproche est peut-être d'ailleurs injuste, mais il lui reproche d'avoir transformé progressivement l'État d'Israël en protectorat américain. Donc ça pose une question sérieuse sur la dépendance israélienne ou desiderata de son allié américain. Je ne veux pas répondre d'une manière trop assertive, parce que là, vous voyez qu'on est dans les affaires humaines, donc c'est pas des vérités scientifiques, c'est pas comme les algorithmes pour la construction d'un pont. Vous voyez, là, on peut discuter. On a l'antécédent de la guerre des 12 jours du mois de juin, où Trump avait dit « ça suffit, les avions rentrent, les avions israéliens rentrent ». On a ici un nouvel exemple hier soir avec les frappes attendues à Beyrouth. Tout ce discours que beaucoup d'opposants politiques, je pense à Nissan Horowitz qui était de passage à Paris récemment, tiennent sur le mode, en réalité nous faisons notre guerre, bien sûr elle est nécessaire, il ne la remet pas en cause, mais nous sommes dans la dépendance stratégique, politique vis-à-vis de l'administration Trump. Ils ne disent pas des États-Unis, vis-à-vis de l'administration Trump. Certains vont même plus loin et disent certains de nos avions ne peuvent décoller que si nous avons le feu vert des États-Unis pour des raisons techniques que je ne rappelle pas ici. Voilà, donc si vous voulez, c'est évident que cet incident important, même s'il a été monté en épingle, vous voyez, par Axios, révèle la réalité pratique et ténue, bien sûr, du rapport de force qui existe à l'intérieur de ce duo politique. On peut être un duo politique amical en apparence et être par ailleurs marqué par un rapport de force. Je crois qu'effectivement, Benjamin Netanyahou, qui a ses qualités, qui a ses défauts, nous les commentons souvent à votre micro, mais il n'a pas
enfin, j'ai l'air d'être son avocat, mais il n'a pas cette brutalité, j'allais dire post-humaniste, qui caractérise Donald Trump. Donc dites-vous bien que dans un duo politique, puisque c'est un duo politique, le plus violent, le plus cynique et le plus violent l'emporte souvent. C'est comme ça, c'est la fatalité de l'anthropologie. Alexis, gros plan à présent sur le match de la gauche pour la prochaine présidentielle. On verra s'il est question là aussi d'anthropologie. Le leader du mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann, se dit persuadé de vaincre Jean-Luc Mélenchon. La vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France insoumise dans une élection nationale, il fait ici référence aux européennes. Nous les avons pliées et nous les plierons à nouveau parce qu'une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche ne veulent pas de cette fracturation permanente de la société. Déclaration de Glucksmann sur BFM TV et RMC. Sur quoi repose, selon vous, Alexis, cette assurance? Alors, l'assurance du président de Place Publique, c'est l'assurance qui vient de l'analyse que je vais vous livrer. On ne s'est pas concerté, mais il a fait une analyse sociologique. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y a un bloc de gens qui sont vraiment des mélenchonistes convaincus, ou des LFistes convaincus, peu importe, pour l'instant c'est la même chose, qui est à 12, 13, 14% en fonction des sondages, 16 les jours de très gros beau temps, voilà, mais bon, il y a un bloc qui représente en gros un Français sur 6,5, un Français sur 7, mais pas plus en réalité. Bon, pas plus. Et il a vu aussi que le leader insoumis cherche à augmenter métapolitiquement l'assiette de ce bloc. Parce que vous ne gagnez une présidentielle que si vous triangulez, généralement, sur les deux bords. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt triangulé vers la gauche modérée. Or, quel est le problème que rencontre Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est une réalité. Alors, je ne sais pas s'il en a pleinement conscience, mais on va parler du meeting de Saint-Denis. Le problème qu'il rencontre, c'est qu'en fait, il a son bloc, encore une fois, les 13, les 14, les 15%, mais il est bunkérisé. Il est bunkérisé sur le plan moral. Pourquoi? Ce que je vous disais sur Trump, au fond, s'applique à lui d'une autre manière. Il apparaît comme un homme violent, comme un homme cynique et comme un homme brutal. Et pire encore, il apparaît comme un homme qui n'a cessé, ces derniers mois, même ces dernières années, de raciser et d'ethniciser les principales questions qui se posent à la société française. Alors, je ne sais pas quel est son degré de conscience de l'impasse potentielle, j'ai bien dit potentielle, que peut constituer cette matrice politique à l'approche de l'entrée dans le dur de la campagne. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose, Alexis, toute différence par ailleurs de Raphaël Glucksmann, qui est coupé d'une partie des classes populaires? Alors, on peut le dire bien évidemment, et certains ont monté en exergue la note qu'il aurait reçue, ce qui est un peu bête parce qu'on peut recevoir une note sans la prendre au pied de la lettre. Je vous ferme la parenthèse. Non, mais ce qu'on voit aussi dans les sondages, il perce davantage dans les... Bien sûr, ils sont à peu près à, bien sûr, ils sont à peu près à touche-touche, à 13-14, mais ils n'ont pas les mêmes électorats. Maintenant, attention, laissez-moi poursuivre mon raisonnement, vous allez comprendre. Vous avez raison, bien sûr, on peut dire que la gauche social-démocrate qu'incarne Place Publique est une gauche bourgeoise et les mélenchonistes ne manquent pas de le dire, etc. Mais il y a un point qui constitue potentiellement une force pour cette gauche apparemment modérée, les éternels mencheviks face aux bolcheviks. Ce point, il est décisif pour une élection présidentielle. Croyez-moi, quand même, j'ai regardé depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, voilà, ce qui se produit à chaque fois. Ceux qui gagnent, jusqu'à maintenant, c'est ceux qui savent incarner, à tort ou à raison, une forme d'universalisme républicain. Ça veut dire quoi, l'universalisme républicain? Ça veut dire justement l'inverse de ce qu'a fait le leader insoumis avec Rima Hassan, les drapeaux palestiniens, le Hamas et compagnie, c'est-à-dire l'ethno-racialisation des problèmes. Et donc, je pense qu'ils ont conscience, parce que ça émane, vous voyez, de tous les commentaires actuels, ça sourd du parti. Ils ont conscience que s'ils veulent passer de 15 à 22, il faut mettre un peu en sourdine les thèmes les plus problématiques. Donc, y compris pour le premier tour. On dit souvent que c'est au second tour qu'on rassemble. Je ne sais pas. Mais vous allez voir, Saint-Denis va être probablement l'occasion d'un léger, je dis bien léger, rectificatif de trajectoire. Saint-Denis, Alexis, pardon, c'est le meeting national de lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, dimanche après-midi à 15h. Absolument, en présence donc du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui représente, qu'on le veuille ou non, une nouvelle génération d'insoumis. Voyez. Et je pense qu'à cette occasion, on va assister à la tentative de Jean-Luc Mélenchon d'allier le discours Nouvelle-France, alors qui lui, pour le coup, s'adresse à la France issue des quartiers, à une France, entre guillemets, considérée à tort ou à raison comme racisée, avec
une invocation plus républicaine, au fond, vous voyez, plus gauche social-démocrate républicaine classique de la France éternelle, de la France républicaine éternelle, bien sûr. Hein. Jean-Luc Mélenchon, c'est un enfant de 89, c'est un enfant de Mitterrand, c'est un enfant du Grand Orient de France, c'est un enfant... L'héritage de la Révolution. C'est un enfant de Jaurès, voilà. Il va pas remonter, vous voyez, aux Mérovingiens. Mais en revanche, comme il sera à Saint-Denis, dans un endroit qui est marqué, qui est lesté, j'allais dire, par toute la symbolique historique. Hein, c'est pas n'importe quelle ville, Saint-Denis, vous voyez, c'est pas Martigues. Bon, il y a une symbolique historique. Donc, il va probablement avoir à cœur de rassurer cette partie de l'électorat qui est fondamentalement de gauche, Steve, sur le plan économique, qui veut en découdre avec le capitalisme, mais qui veut pas, et ça c'est une nuance fondamentale, qui veut pas en découdre avec la République. On peut vouloir en découdre avec le capitalisme et ne pas vouloir en découdre avec la République. Il y a beaucoup d'électeurs insoumis qui en fait sont un peu dans cette attente et dans cette angoisse finalement de la radicalité. Et je pense que Mélenchon, avec ses mots, avec sa roublardise, je lui ferai pas confiance, mais va essayer de rassurer sur cette radicalité un temps soit peu. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour cette chronique politique à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu J en kiosque dès jeudi. Bon après-midi à vous. Merci à vous aussi.